Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la deuxième partie de l'enregistrement de René Chouet, réalisé le 25 mai 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 25 mai 2009 à Périgueux, René Chouet. Ce célèbre gars pour qui je travaillais, alors voilà comment ça se passe, si tu veux. Moi, quand on part de Compiègne à Mauthausen, je trouve le moyen d'écrire un mot et de le faire passer à mes parents par un cheminot au gare, comme ça. Alors, mes chers parents, me voici partis, tout comme des centaines d'autres, vers l'Allemagne par Compiègne. Je suis en très bonne santé, le moral est excellent. Ne vous en faites pas pour moi. Ne m'écrivez pas et ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le plus tôt possible de mes nouvelles. Pour les colis, envoyez-nous, ah oui, on était encore à Compiègne, envoyez-nous, vous vous renseignerez à la Croix-Rouge après vous avoir envoyé des nouvelles. J'espère que Lachaud, il s'appelait le type, vous a payé le plâtre que je lui ai fait. Embrassez bien la famille, le beau-frère, recevez les meilleurs baisers de votre fils qui a enfin reconnu le bonheur qu'il avait quand il était chez vous, votre fils. Et le l'homme et la chaux, là. Alors en rentrant, j'ai dit à ma mère un jour, j'ai dit, mais il t'a payé la chaux? Et ma mère m'a répondu, tu risques pas qu'il te paye, il te payera jamais, parce qu'il a été fusillé à la Libération, c'était un milicien. Ah, voilà, alors avec mon inconscience folle, moi, de dire, voilà, autrement dit, j'avais fait faire la commission directement. Alors, il n'y a pas que celle-là que j'ai fait, hein, parce que ça, je les ai accumulées. Si tu veux. Alors voilà, grosso modo, un peu comme ça, comment ça se passe. Et effectivement, ça se passe tout ça le 17 février. Le 17 février, alors, 44, hein. Alors donc, le gars vient me chercher. Mais non seulement je fais tout ça, hein, je vais dire ça au chantier, je dis ça au coiffeur, mais je m'habille en militaire. C'est-à-dire qu'à la débâcle, tu sais, beaucoup de... Et puis, au 35e, enfin, ce qu'on appelait il y avait plein d'effets militaires. Mon père travaillait là-dedans, comme tout le monde se servait. Si bien que, bon, il y avait des brodequins, il y avait des houseaux, parce que c'était pas des bottes comme maintenant. C'est des trucs en cuir que tu mets sur le pantalon, enfin bref. Des pantalons de cheval, mais comme à l'époque c'était la cavalerie, c'était pas motorisé, les cavaliers, ceux qui avaient ce boulot, ils étaient toujours à cheval, donc le fond des frocs était épais comme ça, donc chemise kaki, enfin flanelle, tout le business, quoi, le soldat qui part en guerre comme ça. Alors, et tout ça, je pars. Je pars et j'avais, si il était convenu, comme il n'était pas question, je pars en vélo pour aller au rendez-vous, mais comme il n'était pas question de perdre un vélo, que c'était déjà un trésor dans une famille ouvrière, il était convenu que mon père me rejoindrait. Et voilà que je trouve mon père en montant le cours Fénelon, à la hauteur de la place Roche, et là je trouve, donc je m'arrête. J'avais encore le temps il y avait 200 mètres à faire pour prendre le car. Et voilà que je suis pas, au moment où je m'arrête, où je trouve mon père, hop, 2 feldgendarmes et un type de la Gestapo qui me tombe dessus. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me sauve. Je me sauve et je traverse la place Roche, enfin oui, et puis il y a la rue Aubergerie, et je prends la rue Aubergerie, mais elle est très étroite, et il n'y a pas moyen de s'offrir. Et les types, qu'est-ce que j'avais, 15 mètres, 20 mètres, mais c'était des types jeunes aussi, qui cavalaient aussi vite que moi, donc à un moment donné, halte, ils étaient j'étais à bout portant, quoi. Alors bon, je me suis arrêté, et là, voilà, voilà où se termine mon beau rêve de résistance. Sauf que après, ça n'est une autre qui commence. Mais là, alors, je me sauve et mon père récupère le vélo et il disparaît et tout ça. Et donc, moi, je suis encadré et je monte le cours Fénelon et je passe
devant le car où il y avait mon gars. Alors évidemment, je lui fais signe, mais compréhensible pour lui, mais pas pour ceux qui m'encadraient. Et me voilà, dans un premier temps, au coin de la rue, vers le palais de justice, là. Je crois que c'est Sud-Ouest qui y est actuellement, ou qui y était. Et puis ensuite, à la Gestapo, au Crédit Lyonnais, au premier étage. Et voilà comment se termine mon périple. Sauf que là, si tu veux, à partir de ce moment-là, c'est moi qui étais si bavard, je commence à... je savais que j'étais pris comme dans une souricière. Et là, ça commence, etc. Qu'est-ce que tu fais, où tu vas, etc. J'ai dit, je vais chez un paysan chez qui j'avais travaillé effectivement pendant un été pour y bouffer, et qui était à Négronde. Ah bon, bah, tu vas là, bon. Il dit, tiens, parle-nous un peu de l'AS. Ah, mais l'AS, tout le monde y est à l'AS. Eh ben, tous les salariés sont aux assurances sociales. Bref, j'en ai pris une, mon pauvre. Là, alors, mais comment faire? C'est que je savais plus comment m'en sortir. Elle dit, et Soleil, tu peux pas nous en parler? Je dis, mais Soleil, mais vous savez bien, mais il brille pour tout le monde. Oh putain, deuxième épisode. Bon, alors bon, et tout ça de fil en aiguille et tout. Alors, mais tu vas aller chez le paysan, ou alors tu vas au maquis? Non, je vais pas au maquis, je vais chez les paysans, là. Oui, mais tu vas chez les paysans, comment tu fais, toi? Et ma mère, la pauvre, entre le moment où elle me l'a dit et tout ça, ou avant, il faut te dire que c'est pas la même configuration. Ah, ça, on faisait 100 mètres, on était chez les paysans autour à Saint-Georges, là-haut. Donc elle avait dû aller chez un paysan pour trouver un poulet. Elle m'avait pas foutu ça dans ma petite valise. Il disait, putain, tu vas comme ça chez les paysans avec un poulet dans la valise. Ah, j'ai dit, mais vous savez pas ce que c'est que l'affaire, vous. Ah ouais, il dit, ah ouais, tu vas aller au maquis. Ben non, je vais pas au maquis, non, j'allais chez ces paysans. Bref, enfin, tout ça il pousse. Ben écoute, alors pourquoi tu veux pas aller au camp? Ben, j'ai dit, je veux pas aller au camp de jeunesse. Alors j'allais chez le paysan voir s'il voulait pas m'embaucher comme j'ai travaillé chez lui. Ah ouais? Ah bon, alors c'est là où me sort le coup du poulet. Et j'ai dit, si t'avais pas voulu, ben j'ai dit, mais je connais tout le coin, il y a des cabanes et tous les trucs, je les connais par cœur, alors donc, mais je veux pas aller au camp de jeunesse. Eh ben t'as qu'à venir avec moi. Ah ben j'ai dit non, je veux pas aller au camp de jeunesse parce que c'est Pétain et que Pétain il collabore avec vous. Alors imaginez, c'est pas possible quoi. Hein. Vous avez qu'à renverser les rôles. Qu'est-ce que vous feriez? Voilà, hein, vous voulez pas. Bon, enfin bref, tout un interrogatoire comme ça. Et puis on m'amène à la prison du 35e. Et alors là, dans la cellule à côté, il y avait un gars. Il faut dire qu'à l'époque, on avait beaucoup de sabots aux pieds. La plupart des gens avaient des sabots aux pieds. Et il y avait quelqu'un qui marchait dans la cellule à côté. Oh, j'ai dit, ça y est, j'ai fait arrêter mon père. Parce que le père avait aussi des sabots, gars du bâtiment, des trucs. Et alors là, alors j'appelais papa. Alors ça répondait pas, quoi. Alors finalement, tout ça c'est passé pendant un bon moment, puis dans la nuit, voilà que la porte s'ouvre. Alors, il hurle et tout le truc, et il bazarde, il jette un type là, comme ça, complètement débraillé et tout ça. Le type. Oh, les salauds, ils viennent m'en foutre une, etc. Le type, bon. Alors il me raconte une histoire, je me rappelle plus et il me dit, et toi, qu'est-ce que tu pour être là, qu'est-ce que tu... Oui, mais moi là c'était fini. Et si tu veux, ben, j'ai dit, écoute, moi je veux pas aller au camp de jeunesse, j'allais chez un paysan. Voilà. Mais c'était le rideau pour moi, hein, c'était terminé, je parlais plus. Mais peut-être une heure ou deux après, la porte s'ouvre et le type est Hitler. Autrement dit, il m'avait foutu un mouton pour essayer de savoir un petit peu. Voilà. Et là, le périple, si tu veux, commence. Et le lendemain, on est embarqué dans un camion. Et je suis attaché justement à cette personne qui marchait à côté. Et je m'aperçois que c'est un vieux.
et d'ailleurs qui était de Paysac le Moustier, le père Roy, qui est mort d'ailleurs à Mauthausen là-bas, mais que je connaissais pas. Et chose curieuse, c'est bien après qu'il a été mort des années après que j'ai lu quelque part qu'il était communiste aussi, lui. Mais moi à l'époque je savais pas que je l'étais, tout en l'étant sans le savoir. Donc voilà, on est embarqué à Limoges. À Limoges, on se retrouve 6 dans une cellule de rien du tout, quoi. Il y avait 2 bas-flancs, et on couchait comme on pouvait par terre et tout ça. Mais ça, c'est pas le plus grave. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand tu regardes un film et que tu entends les verrous dans les prisons comme ça, et que toi, tu es dans une cellule, alors tu te dis, putain, c'est pas non. Bon, voilà. Et un matin, parce qu'il y a des épisodes comme ça qui sont drôles, quoi. Je sors, j'étais de Tinette, et qu'est-ce que je vois je trouve un cousin qui me dit, tu chez qui, tu es au chi? Il s'appelait Sylvain Bess, il était de la Gélie, il avait été arrêté, il était dans le maquis. Il est mort là-bas, le pauvre. Bref, donc on était 6. Il y avait un agent de police qui était en relation avec le maquis de Paysac de la Noaille, là-haut, où il y a eu le massacre, là. Son beau-frère, Buisson, qui travaillait, lui, chez le marchand de graines, Homer, au coin de la place Hoche, là où je me suis fait arrêter, et qui a vu mon arrestation. Il y avait un jeune qui s'appelait Fruchou de Mussidan, qui s'était fait arrêter avec un parigot, maigrichon, qui avait été blessé. La balle avait traversé, était sortie à la colonne vertébrale à peine, mais bon, on l'avait pas touché. Et un type de Guéret, enfin, et moi, on était 6 là-dedans. Et bon, mais tu sais, les plus jeunes, on décompte, enfin, on arrive toujours là, même dans les pires conditions, à passer au-delà du drame, quoi. Par contre, il y en avait, notamment le Ozzy, cet agent de police, qui lui avait 3 ou 4 gosses. Alors lui, ça ne le faisait pas rire du tout. Et alors vraiment, il avait le pressentiment que ça irait mal. Donc un matin, ils appellent le parigot. Je ne me rappelle plus son nom. Lui, ils le prennent vers 9h, 9h30, il l'amène. Et le soir, il rentre, le gars. Complètement escagassé. Il était noir, on le déshabille, il était noir comme du foie, il tenait plus. Il y avait un broc d'eau, il a tout bu d'un coup et tout ça. Il dit, oh les salauds, ils m'ont fait dire que j'avais tué un milicien. Donc là, tu vois déjà la consternation, on dit, ça y est, ça, on va tous y passer. Et là, ce flic, cet agent de police, le père de famille, alors lui, il dit, là, je suis foutu, si j'y passe, je vais parler. Bon, bref. Mais là, on a commencé à mesurer ce que ça voulait dire. Le lendemain, ils appellent Chouet. Ouf, j'ai dit, là, ça y est, c'est mon tour. Sauf que comme il était passé, et que je t'ai expliqué déjà au départ, que dans la culotte de cheval, c'était épais comme ça. Or, lui, les fesses et tout ça, le bas des reins et tout le truc, c'était complètement noir comme du foie. Hein. Parce qu'il tapait comme ça, tout le long, là, le bas du dos. Et comme il était passé avant moi, et que j'avais une serviette, je l'avais jeté à l'intérieur du pantalon. Donc j'y vais, et ça recommence. Donc, il recommence. Et allez, que je te pousse. Et alors, il y avait un bureau en chaîne, comme ça, on posait sa tête et on était en équerre, quoi. Hein. Il posait une question, tu répondais pas comme il le souhaitait, paf, 5 coups. Alors là, ça commence, ça recommence, la S, tu vois, on fait tout le truc, enfin, ils essaient de... Et là, j'en prends une, mais alors j'en garde un souvenir terrible. D'abord, au début, j'ai dit, ah ben, bande de salauds, vous me ferez pas crier. On croit qu'on va pouvoir tenir sans crier. Et mais ça a pas duré longtemps. Alors là, des cris de douleur et tout ça. Et je me rappelle, ces types, c'était des sadiques qui disaient, tu as peur? J'ai dit, bien sûr que j'ai peur. Vous me tapez dessus pour me faire parler de choses que j'ignore totalement. Alors bon, comment voulez-vous que je... D'abord parce que j'ai mal, et puis oui, vous me faites peur parce que vous voulez me faire dire des choses que j'ignore. Et puis voilà.
Alors ça a duré ça, de 10h à 7h du soir. Sauf que, et heureusement pour moi, ils sont allés manger, ces messieurs, ils ont pris leur temps, ils ont passé au moins 2 heures à table, bon, c'était déjà pas mal. Et il y a une similitude que j'ai trouvée au casino de Paris à Périgueux et là-bas à la Gestapo, c'est qu'il y avait des filles, il y avait des femmes. Et que dans les 2 cas, la femme m'a demandé, au Crédit Lyonnais et là-bas quand je suis passé, quel âge as-tu? Puis je dis 19 ans. Oh, pauvre petit. Et comme c'est curieux, ces 2 femmes m'ont dit la même chose. Alors qu'elles étaient, si elles étaient là, c'est que elles en avaient vu d'autres. Donc voilà. Et là, donc je reviens à la cellule, pareil, quoi. Avec cette différence que lui était parti avec des frocs légers et que moi j'étais quand même. Mais c'était pareil, j'étais noir comme du foie, mais moins esquinté que lui. Donc même chose. Alors ça te fout une température extraordinaire. J'ai bu le broc d'eau, tout ça. Bon, bref. Le lendemain matin, rebelote, choué. Oh là 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 là. Alors j'aime te dire que je devais pas être chouette à voir. Et puis il y avait évidemment à la prison de Limoges, il y a des tas de cellules. Il y a une cellule, je sais pas pourquoi, ben il y avait les cheleux là, et ils m'amènent là. Et puis là, ils ouvrent un paquet. C'était des vêtements que ma mère m'avait envoyés par la Croix-Rouge. Et là, ils me font défaire toutes les coutures. Et j'ai qu'une peur, c'est que la mère ait mis un mot dans la couture. Il n'y en avait pas. Enfin, j'ai récupéré les vêtements comme ça. Je suis vite revenu à la cellule. Alors, voilà, ça se passe comme ça. Donc, ça se passe... voilà. Et puis après, on va partir sur Compiègne. Et là, et c'est là où on voit que les cheminots, les gardes-barrières et tout ça sont vraiment dans le coup. Parce que j'ai trouvé le moyen... Je ne me rappelle plus comment. Je pense qu'il devait y avoir de Limoges à Compiègne dans le train, autant que je me souvienne des femmes de la Croix-Rouge. Et elle nous avait donné elle avait un bout de crayon et alors un bout de papier. Seulement l'emmerdant, voilà, c'est que tout ça s'efface et je me demande comment on va pouvoir... Toujours est-il que ce cheminot, voilà, a pris la lettre qu'on avait bazardée que j'avais bazardée au niveau d'un passage à niveau, et voilà. Alors il devait y avoir l'adresse. Alors monsieur, il y a eu le 7 rafle d'hommes et le 9 il partait pour on ne sait où. Au moment du départ, me trouvant pris près d'une voiture, un monsieur m'a glissé une adresse. Je vous la joins. Et l'adresse, c'est ça. Je vous la joins, je ne puis vous dire rien de plus, mais en ce moment, nous traversons des heures très douloureuses. Recevez, monsieur, mes salutations. Et ça, si tu veux, ce type-là a trouvé le moyen de faire suivre la lettre jusqu'aux parents. Ça veut dire que jusque-là, il savait que j'étais pas mort. Voilà. Ça, c'était le cheminot qui a écrit ce que vous venez de lire. Oui. Et il a glissé à l'intérieur le mot que vous aviez écrit. Voilà, il a dû faire ça, quoi, le gars comme ça, quoi. Voilà. Il a envoyé ça comme ça. De Brive, d'ailleurs. Tu vois, et pourtant, c'était pas de Brive, hein, puisqu'on ne passait pas à Brive. Donc, ça a suivi la chaîne des cheminots, quoi. Donc, ça veut dire que voilà, tout ça, mais ça s'écrit pas. Si ça se tripe, ce type-là, si ça trouve, il est considéré comme non résistant. C'est-à-dire que la résistance, il y a tellement de façons de la faire. Moi, je l'ai fait comme un gamin, voilà, en espérant pouvoir me battre un jour. Parce que quand je suis parti au maquis, mais je te l'ai déjà dit, j'avais vraiment le sentiment que j'y allais. D'ailleurs, 30 ans après, alors mon beau-frère, René, celui qui s'est marié avec ma sœur, m'a dit un soir, parce que tous les ans on faisait réveiller ensemble. Il m'a dit, tu sais, quand tu es revenu, j'ai dit à ta sœur, heureusement qu'il a été arrêté, parce que sinon aujourd'hui il serait mort.
Parce que dans l'état d'esprit où j'étais, moi j'y allais flamberge au vent. Et non pas parce que je suis plus courageux, mais parce que, comme dose d'inconscience, je devais être passablement servi, quoi. Voilà, alors grosso modo, voilà. Et puis là, bon, alors j'arrive à Compiègne. Alors si tu veux, là, on arrive à Compiègne. Alors là c'est là où, si tu veux, je découvre une autre vie, si tu veux. Parce qu'au fond, je dirais, il y a avant la déportation, il y a pendant et il y a après. Et alors le pendant, à mon avis, bon, il y a ce que j'ai pris à la Gestapo, mais où je commence à tout découvrir, c'est à Compiègne. Parce qu'à Compiègne, si tu veux, on est dans ce camp, parce qu'il y a 3 camps à Compiègne. Il y a un camp des Juifs, il y a un camp de ce qu'ils appellent, je crois, américains, c'est-à-dire sans doute les étrangers, et le camp communiste. Ce qui n'est pas communiste, il y a les gaullistes, il y avait, si tu veux, la résistance et les opposants politiques. Et là, on était des centaines par piole, par chambre, avec des lits à étages, grandes tables au milieu. Et là, chose extraordinaire, des hommes qui sans doute ne se seraient pas parlé se mettent à discuter. Et dans cette chambre, il y avait des quantités d'officiers de l'AS, de la Dordogne. Je me rappelle, il y avait le lieutenant Faure, le lieutenant Annet, le capitaine Gallet, il y avait même un sergent Andréani, il s'appelait, il était de la Linde. Et là, tout ça s'est mis à discuter politique. Il y avait je pense qu'il y avait l'abbé Sigala et tout ça. Et puis il y avait des gaullistes, enfin des gens de toutes les opinions. Et tout ça s'est mis à discuter de la guerre d'Espagne, de la drôle de guerre, de Munich, du pacte germano-soviétique, de la victoire, que les Allemands, c'était certain, allaient être battus, si tu veux. Mais tout ça, ça discute. Et si tu veux, où les gens se comprennent, voilà. Et puis, c'est là où ça commence à s'ébaucher. Si on est victorieux, ça ne sera pas pour refaire ce qui a été fait comme avant, une société comme avant. Il faut autre chose. Ça commence comme ça. Et là-dedans, les communistes jouent un rôle essentiel. C'est-à-dire que d'entrée, d'abord parce qu'ils avaient une expérience des prisons et des camps, il y en avait qui avaient des années. Ce que nous on avait subi aux interrogatoires, eux ils l'avaient subi par la police française. Et j'aime bien te dire, j'ai entendu le plus horrible que j'ai entendu, ça s'est passé dans une prison française, dans un centre d'interrogatoire français par la police française. Il y avait une poulie au plafond, ils attachaient un chat par la queue et il le descendait, il posait des questions au gars qui était attaché sur une table, et il laissait descendre le chat, et le chat, tu vois, écorchait. Mais des choses comme ça n'était plein. Mais ça, bon, c'était, si tu veux, c'était comme ça. Donc là, il joue un rôle, d'abord très, très vite, on s'aperçoit que ils sont pas comme, ils ont une expérience autre. D'ailleurs, d'entrée, ils disent, voilà les gars, là, maintenant, ça va bouger, on arrive, nous, demain, c'est d'autres, etc. Donc, alors, si vous voulez, on instaure un principe, ou on continue un principe, c'est que les derniers arrivés, s'il y a du rap, c'est pour eux. Hein? Et ça s'installe comme ça. Et ensuite, également, voilà, si, là, on est encore en France, à Compiègne, on peut recevoir des colis. Alors, on peut recevoir des colis, donc, ce qu'on vous propose, c'est que ceux qui vont recevoir, tout le monde n'en aura certainement pas, hein, puisque c'est les restrictions et tout ça. Alors on vous propose ceci, que celui qui reçoit le colis, évidemment, ça vienne chez lui, hein, c'est ses proches qui lui envoient, bon, il en prenne un peu pour lui, mais si vous voulez, on arrête le principe, on partage tout, on met tout en commun, on partage. D'entrée, ça a été comme ça. Donc, tu vois, la solidarité, la commune. Moi, ça me plaît assez parce que je sors de ce milieu pauvre où on fait comme ça, si tu veux. C'est un peu la règle. Bon, et puis là, comme ils sont très organisés, alors, et que dans le camp de Compiègne, tu as une certaine liberté en dehors des heures où le soir, c'est les blocs, tu rentres au bloc, c'est fermé, tu n'as pas le droit de te promener. Mais là, il y a une grande cour, les types jouent au foot, d'autres font du théâtre et tout ça. Et moi, je suis embarqué dans une équipe pour jouer du théâtre, pour faire du théâtre. On ne sait pas pour combien de temps on est là. Toujours est-il qu'on doit jouer le Cid. Et moi, je dois jouer le rôle de Rodrigue. Comme j'avais appris ça à la prof, au moins je connaissais ça. Bref. Mais
il y avait un jeune qui devait avoir 22, 23 ans, un grand jeune blond, Robert il s'appelait, et qui me marquait, si tu veux. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu, que je garde. Et qui m'expliquait. Voilà, la Russie, c'est l'armée rouge qui va écraser les Allemands. C'est la victoire, là, c'est certain, là, tout ça. Alors voilà, quand à la fin, on va changer de monde. Il faut bâtir un monde nouveau, fraternel, humain. Alors là, plus d'exploitation de l'homme par l'homme, en fait, tu vois. Où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, où on partagera toutes les richesses créées pour satisfaire le besoin de tous, où chaque homme sera maître de son destin, enfin, tu vois, le type. Écoute, j'ai eu toujours l'impression, au fur et à mesure que ce gars me racontait tout ça, que je le savais, qu'il lisait dans mon cœur. Toujours j'ai eu ce sentiment, je disais, mais merde, mais comment il fait? Ça me collait à la peau, si tu veux. Voilà, il interprétait ce que moi j'ignorais totalement au fond de moi. Je savais pas que je savais. Que je savais pas, voilà, c'était une situation. Et alors voilà, et c'est à partir de ce moment-là, si tu veux, que je suis considéré, parce que je participe beaucoup, je pose beaucoup de questions parce que je veux savoir. Hein, c'est comme un buvard, il faut une tâche, il boit tout, et là, et dans tous ces débats avec les gens d'opinions différentes, là je fais ça y est, commence à naître la conscience, quoi. Et c'est là, si tu veux, où je fais mes universités, je dirais politiques. C'est là où j'apprends tout, quoi, hein, où je fais des découvertes formidables. Alors là, et puis un bon matin, évidemment, il a fallu, on est parti, mais pour où, on ne savait pas. Alors au départ, on est parti 80, on est habillés, et ils nous ont donné une boule de pain et un saucisson. Comme dans ces périodes où tu sais jamais, c'est fait d'incertitude, il y en a beaucoup qui ont mangé tout ça. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était fait exprès pour que tu manges et que tu n'aurais pas à boire et que... Voilà. Alors bon, et puis à proximité de Metz, d'abord entre Metz et Compiègne, si tu veux, il y a un certain délai, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. Mais il y a des gars qui... t'as toujours des gars extraordinaires. Alors, pour moi, hors du commun, ça existe. Et ils ont trouvé le moyen de passer soit des couteaux, soit des morceaux de lame de scie pour s'évader, pour scier les planchers. Or, là, on était 80, ils nous avaient mis au départ 80 par wagon à bestiaux. 80, j'aime mieux te dire, déjà, t'es pas à l'aise. Hein. Déjà, c'est terrible. Et alors, tu en as qui parlent de s'évader. Et là, tu commences à avoir une atmosphère de tendue. Non, vous évadez pas, parce que sinon, vous allez tous nous faire fusiller. Et là, déjà, ça camfre. Hein, Et moi, je suis dans mon coin, j'observe, je regarde, enfin, j'observe ce que je peux apercevoir. Mais là, déjà, tu as des gens que ça rend fou un peu. Et un type fou dans des conditions pareilles, ça a une force terrible. Toujours est-il, je me fous et je reste dans mon coin, tout ça. Et là, sur le wagon, on est parti 1200. Et non, 12 ou 1400. Enfin, peu importe. Sauf qu'il y en a qui s'évadent. Avant Metz, 5, je pense, qui se sont évadés. Alors évidemment, ça tire de tous les côtés. Et un peu avant Metz, ils arrêtent le train dans une petite gare dont j'ai le nom là. Et ils nous font descendre tous à poil. Mais alors je te dis pas dans quel climat. Ça hurle, ça tape, c'est fou, ça commence quoi. C'est là où commence véritablement le camp de concentration, quoi. Parce que Compiègne, c'est du pipeau à côté de... Enfin, c'est en France, bon, on n'est pas menacé de mort à tous les instants. Mais là, alors, ils nous font descendre un grand coup, ça gueule, ça hurle, ça tape, alors ça commence. Là, c'est comme... Et puis alors, et toutes les fringues, donc, tous en tas, ils l'ont fait charger dans des wagons. Et puis nous, ils nous montent, mais alors à 100, 110, 120. À poil. Tous collés les uns contre les autres. Épouvantable. Moi, j'avais déjà repéré au début qu'il ne fallait pas rester dans le tas. Donc, je ne sais pas comment je me suis démerdé. J'ai réussi à me caser dans un coin. Et dans un coin,
il y avait une fente dans le bois comme ça. Et j'ai pu mettre mon nez. Parce que déjà, j'avais observé que c'était très difficile, même à 80, de respirer tout le truc. Alors, à 110, 120, ça devenait insupportable. Donc, je m'étais mis là, et puis le fait de sentir des gosses à poil qui te collent partout, c'est aussi terrible. Et là, ma foi, ça dure 3 jours et 2 nuits. Ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça se part, tout le monde crève de soif. T'as une chaleur épouvantable, une puanteur, parce que au début ils avaient mis une tinette, mais déjà à 80, ta tinette, elle était pleine. Et là, ça veut dire qu'à poil, les gonzes, ils faisaient leurs besoins comme ça. Il n'y avait pas possibilité, la tinette de toute façon était pleine. Mais ça veut dire que tu as des gars qui mouraient asphyxiés, qui mouraient. Là, il y en a, quand on est arrivé, il y en a qui jonchaient le sol, quoi. Combien, je saurais pas, j'ai pas eu la précaution de compter, mais bon, c'était invraisemblable, quoi. Entre l'impuanteur, l'irrespirable, la soif terrible et tout le truc. Voilà, et puis cette promiscuité et tout ça, c'est un truc. Et beaucoup de types sont devenus fous là-dedans, et puis d'autres qui sont morts. Mais quand on est arrivé à Melk, on était à Mauthausen, et quand on est arrivé là, alors on nous fait descendre, mais c'est toujours pareil. Ça hurle, alors là il y a les chiens policiers, il y a tout le truc, et ça tape de tous les côtés, tout le truc. Et il y a le tas de vêtements. Alors le vêtement, il fallait s'habiller. Mais comme tous les vêtements étaient mélangés, tu te retrouvais un gros avec un petit froc, un gars qui chaussait du 45 se retrouvait avec un 39, enfin, qui rentrait pas dedans. Bref. Et comme on était dégueulasse, les yeux qui sortaient de la tête, les gamins nous jetaient des pierres à Mauthausen. Ils n'avaient pas de peine à nous présenter comme des bandits de grands chemins et tout. Donc voilà, ça c'est l'arrivée à Mauthausen. Mais là, après ce voyage, là c'était, ça reste d'ailleurs, tous ceux qui ont vécu ça reste un des moments les plus terribles, quoi. Hein. Voilà, et puis là, comme le camp était à 3 kilomètres par là, 3 kilomètres et demi, alors bon, on va au camp, mais on n'y va pas doucement, on y va en courant, encadré par les nazis avec la mitraillette, et puis ces putains de chiens policiers qui suivent, qui collent, qui mordent et tout ça. Et alors bon, t'as des gars qui suivent pas, et à la fin de la colonne, tu entends pas. On achève les gars, quoi. Voilà, alors ça, c'est comme ça qu'on arrive au bout du chemin, quoi, au camp de Mauthausen. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.